Pourquoi, lors de la conférence de Berlin de 1884, qui a scellé le sort de 100 millions d'Africains, n'y avait-il pas un seul représentant de l'Afrique? Comment la fortune personnelle d'un roi, amassée sur le sang et le caoutchouc, a-t-elle pu dépasser le budget de tout un pays européen? L'histoire du partage de l'Afrique n'est pas une chronique de découverte, mais le procès-verbal d'un crime commis en plein jour sous les applaudissements de la civilisation. Tout commence bien avant les cartes et les drapeaux, sur les côtes où l'air est lourd de sel, de peur et du cliquetis de l'or. La côte ouest de l'Afrique. Pendant des siècles, l'Europe ne l'a pas regardée, elle l'a saignée. Les forts qui s'y dressent, de Gorée à Elmina, ne sont pas des ambassades de culture, ce sont des usines, des entrepôts où la matière première est humaine et le produit fini, un esclave. Des navires portugais, puis hollandais, anglais, français, jettent l'ancre, leurs cales avides d'une cargaison que l'on ne pèse pas, mais que l'on compte par tête. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants. Arrêtés, enchaînés, marqués au fer rouge comme du bétail. Ce n'est pas encore la colonisation des terres, c'est la colonisation des corps et plus profondément des esprits. L'Europe apprend une leçon fondamentale. L'Africain n'est pas un partenaire, c'est une ressource. Une marchandise dont le prix fluctue au gré des marchés de Liverpool ou de Nantes. Cette déshumanisation est le lubrifiant essentiel de la future machine impériale. On ne vole pas une terre à un égal. On la prend à un être inférieur à qui l'on prétend apporter la lumière. La traite négrière est le péché originel qui rendra tous les péchés futurs possibles. Qu'est-ce qui pousse un homme au nom de la civilisation à anéantir des peuples entiers ? La réponse se trouve peut-être dans ces cales puantes où la dignité humaine est dissoute dans le profit. L'ironie est cruelle. Pour alimenter cette machine, les Européens n'ont même pas besoin de s'enfoncer dans les terres. Ils arment des rois locaux, attisent des rivalités ancestrales. Ils transforment des guerres tribales en chasse à l'homme commercial. Le fusil contre l'esclave, l'alcool contre l'esclave, les babioles contre l'esclave. Un cercle vicieux de violence qui affaiblit le continent de l'intérieur, le laissant fragmenté, exsangue, prêt pour le coup de grâce. Chaque navire qui quitte la côte laisse derrière lui non seulement des familles brisées, mais aussi un vide politique et social que les puissances européennes sauront exploiter. Sur la côte, on ne sent pas seulement l'odeur de la poudre et du désespoir. On sent l'odeur de l'avenir, un avenir de conquête. C'est ici, dans ce commerce de la chair, que l'Europe a fait ses classes, qu'elle a testé ses méthodes et endurci son cœur. Le cliquetis des chaînes se mêle déjà au cliquetis des pièces d'or dans les banques de Londres et d'Amsterdam. Ces profits astronomiques financeront la révolution industrielle et cette révolution, à son tour, fournira les outils de la conquête totale, des navires à vapeur pour remonter les fleuves, des fusils à répétition pour écraser les révoltes et le télégraphe pour coordonner le pillage. La traite négrière n'était pas un accident de l'histoire, c'était une répétition générale, une préparation psychologique et économique à une prise de contrôle d'une ampleur inédite. Pendant que les philosophes des Lumières dissertent sur les droits de l'homme, les capitaines de navires négriers calculent leurs marges et dans leurs calculs se dessine déjà le contour sanglant du futur partage de l'Afrique. La cupidité a ouvert la voie, les armées n'auront plus qu'à suivre. Face à un système monstrueux qui vous enrichit, quel chemin choisir? La complicité du silence ou le danger de la révolte? Écrivez votre réponse en commentaire, votre choix en dit long. Cette soif d'en savoir plus, de cartographier l'inconnu, n'était pas purement scientifique. Au XIXe siècle, la connaissance, c'est le pouvoir, et les hommes qui s'enfoncent au cœur des ténèbres africaines, une Bible dans une main et une boussole dans l'autre, sont l'avant-garde d'une invasion. Ce sont des explorateurs, oui, mais ce sont avant tout des espions. Prenez David Livingstone. Un missionnaire écossais sincère dans sa foi, animé par une haine de l'esclavage et un désir de trouver une voie pour le commerce, le christianisme et la civilisation. Pendant 30 ans, il parcourt des milliers de kilomètres, endure des fièvres, des attaques, la solitude. Il est le premier Européen à voir les chutes Victoria. Ses intentions sont peut-être nobles, mais ses cartes, ses journaux, ses descriptions détaillées des peuples, des fleuves et des ressources atterrissent sur les bureaux de la Royal Geographical Society à Londres. Et de là, dans les ministères,
Chaque découverte, chaque note est une information stratégique. Il dessine sans le savoir la feuille de route des futurs conquérants. Son histoire devient un mythe, un récit héroïque qui enflamme l'imagination de l'Europe. Puis, quand il disparaît, le mythe engendre un monstre. Henry Morton Stanley, un journaliste américain, ambitieux, brutal, un aventurier qui travaille pour le plus offrant. Engagé par le New York Herald pour retrouver Livingstone, il organise une expédition qui est une opération militaire en miniature. Porteurs maltraités, villages menacés, discipline de fer, sa célèbre phrase « Dr. Livingstone, I presume » est un chef-d'œuvre de mise en scène. Mais derrière l'image du sauveteur se cache un homme qui voit l'Afrique non pas comme un lieu à sauver, mais comme un prix à gagner. Stanley comprend avant tout le monde que le continent est mûr pour la conquête. Il ne cherche pas des âmes à convertir, mais des territoires à acquérir. Son cynisme est total. Après avoir exploité la légende de Livingstone, il se met au service du plus grand prédateur de tous, le roi des Belges, Léopold II. Imaginez cette course folle. De l'autre côté du fleuve Congo, un autre homme avance, mu par la même fièvre. Pierre Savorgnan de Brazza, un officier de marine français d'origine italienne. Élégant, charmeur, il utilise la persuasion là où Stanley utilise la force. Il offre des cadeaux, signe des traités avec les chefs locaux. Sur un bout de papier, le roi Makoko de la tribu Teke appose sa marque. Il pense signer un accord d'amitié, un pacte de protection. Il vient en réalité de céder sa souveraineté à la France sur un immense territoire. Comprend-il seulement ce que signifie le concept de propriété à l'européenne? Bien sûr que non. Ces traités sont une fiction juridique, une escroquerie validée par le droit international de l'époque. C'est une course contre la montre. Stanley remonte le fleuve Congo pour Léopold, plantant des drapeaux. De Brazza fait de même pour la France sur la rive opposée. L'Afrique centrale devient un échiquier où chaque village, chaque méandre du fleuve est un pion. Ils se battent contre la nature, les maladies, la méfiance des populations. Mais surtout, ils se battent l'un contre l'autre. Leurs expéditions sont des missions de reconnaissance armée. Leurs carnets de notes sont des rapports de renseignement, leurs découvertes sont des prises de possession. L'héroïsme des pionniers, célébré dans les journaux européens, est la couverture parfaite pour l'espionnage et la préparation d'une annexion à grande échelle. Ces hommes, Livingstone le pieux, Stanley le brutal, de Brazza le rusé, sont les éclaireurs. Ils ont ouvert les portes, cartographié les faiblesses, identifié les richesses. Leurs récits, mélange de science, d'aventure et de racisme à peine voilé, ont convaincu l'opinion publique européenne que l'Afrique était un continent sombre, sauvage, vide, attendant la main civilisatrice de l'homme blanc. Une terre sans maître, prête à être cueillie. Ces bouts de papier, marqués d'une croix par des chefs qui n'en comprenaient pas la portée, devinrent les titres de propriété d'un futur cambriolage. Ils atterrirent sur les bureaux de Paris, de Londres et de Bruxelles. Mais c'est à Berlin, dans le cabinet d'un chancelier de fer, qu'on allait en rédiger les règles du jeu. Bienvenue à Berlin, hiver 1884. Dans le palais du chancelier Otto von Bismarck, l'air est épais de fumée de cigares et de diplomatie prédatrice. 14 nations sont réunies. Des représentants de l'Empire britannique, de la France, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Italie, de l'Empire austro-hongrois et même des États-Unis d'Amérique. Ils sont tous là. Tous sauf un, l'Afrique. Pas un seul Africain n'a été invité à la table où l'on s'apprête à dépecer son continent. C'est un thriller, un film de grand braquage où les gangsters les plus puissants du monde se sont réunis, non pas pour éviter une guerre, mais pour s'assurer que le vol se déroulera de manière ordonnée. Le prétexte officiel ? Mettre fin à la traite négrière et apporter la civilisation au peuple primitif. La réalité ? Établir les règles du jeu pour la plus grande course au territoire de l'histoire. Bismarck, le maître de cérémonie, n'a que faire de l'Afrique. Son but est d'utiliser les ambitions coloniales de la France et de la Grande-Bretagne pour asseoir la nouvelle puissance de l'Allemagne sur la scène européenne. Ils jouent les uns contre les autres avec un cynisme consommé. Imaginez ces hommes en costume, penchés sur une immense carte de l'Afrique. Une carte largement blanche, pleine de zones inexplorées.
Avec une règle et un crayon, ils tracent des lignes droites, des lignes qui coupent à travers des montagnes, des déserts, des fleuves, des lignes qui séparent des peuples qui ont toujours vécu ensemble et qui forcent à cohabiter des ennemis jurés. Chaque trait de crayon est une condamnation à des décennies de conflits futurs. Le point clé de la conférence est l'article 34 de l'Acte général de Berlin. Il établit le principe de l'occupation effective. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que pour revendiquer un territoire, il ne suffit plus de planter un drapeau sur une plage. Il faut y établir une administration, une présence militaire, une autorité. C'est le coup de pistolet qui lance la course. Du jour au lendemain, la possession de l'Afrique devient une question d'urgence. Le premier arrivé sera le premier servi. Les discours sont remplis de mots nobles. Mission sacrée, fardeau de l'homme blanc, bien-être moral et matériel des populations indigènes. C'est une façade. Dans les couloirs, les négociations sont brutales. On s'échange des territoires comme des cartes à jouer. La France obtient la reconnaissance de ses droits sur le bassin du Congo en échange de concessions en Égypte pour les Britanniques. Le Portugal voit ses vieilles possessions confirmées. Et le roi Léopold II de Belgique réalise le plus grand coup de bluff de l'histoire. Il réussit à faire reconnaître son État indépendant du Congo comme sa propriété personnelle en promettant d'en faire une zone de libre-échange et un havre humanitaire. Personne ne se doute qu'il est en train de se faire céder un territoire 80 fois plus grand que la Belgique pour en faire le plus grand camp de travail forcé de la planète. En 3 mois, le sort de l'Afrique est scellé. Les puissances européennes se sont accordé le droit de voler un continent en habillant leur cupidité des vêtements de la philanthropie. À Berlin, on s'est partagé ce qui ne leur appartenait pas, on a promis ce qu'on ne pouvait tenir et on a maudit ce qu'on n'avait jamais vu. La conférence ne divise pas l'Afrique, elle légitime et accélère le processus. C'est une autorisation de piller, un blanc-seing pour la violence à venir. Quand les diplomates rentrent chez eux, satisfaits, les capitales européennes envoient les ordres à leurs agents, leurs soldats et leurs administrateurs. La course est lancée. Il faut occuper, pacifier, administrer. Le bruit feutré des négociations de Berlin va être remplacé par le fracas des canons et les cris des peuples conquis. Le traité, signé avec une élégance toute diplomatique, était en réalité une déclaration de guerre contre l'Afrique. Une guerre qui ne portait pas son nom. Et parmi tous les signataires, un homme souriait plus que les autres, Léopold II. Il venait de s'offrir un empire privé et personne ne lui avait encore demandé ce qu'il comptait en faire. Léopold II, roi des Belges, un homme au visage de patriarche bienveillant mais dont l'âme est un abîme de cupidité, un génie des relations publiques du XIXe siècle. Il a vendu au monde un rêve, l'État indépendant du Congo, un projet philanthropique destiné à apporter la lumière de la civilisation et à mettre fin à l'esclavage. Il a organisé des conférences géographiques, courtisé les Américains, séduit les Européens. Il a promis le libre-échange, la science, le progrès. Il a menti. Le Congo n'est pas un État, c'est sa plantation personnelle. Un territoire immense, riche en ivoire et bientôt en caoutchouc, cette ressource devenue vitale avec l'invention du pneu. Pour exploiter ces richesses, Léopold n'envoie pas des missionnaires, mais des monstres. Il met sur pied une armée privée, la force publique. Une milice composée d'officiers européens mercenaires et de soldats africains recrutés de force, souvent dans des tribus ennemies de celles qu'ils sont censés contrôler. Leur mission n'est pas de maintenir l'ordre, mais d'instaurer la terreur. Le système est d'une simplicité diabolique. Chaque village est soumis à un quota de caoutchouc ou d'ivoire à livrer. Si le quota n'est pas atteint, la punition est immédiate et barbare. Des expéditions punitives brûlent les villages, massacrent les habitants. La force publique instaure une pratique qui deviendra le symbole de l'horreur congolaise, la main coupée. Pour prouver à leurs supérieurs que chaque balle a été utilisée à bon escient, c'est-à-dire pour tuer un rebelle, et non pour la chasse, les soldats doivent ramener une main droite pour chaque cartouche tirée. Bientôt, les mains coupées deviennent une monnaie de la terreur. Des soldats en coupent sur des vivants, enfants ou femmes, pour atteindre leur quota de morts ou pour économiser des munitions. L'État indépendant du Congo se transforme en un gigantesque enfer. Des millions de personnes sont réduites en esclavage, forcées à travailler jusqu'à la mort dans des conditions inhumaines. La famine se propage car les hommes ne peuvent plus cultiver leurs champs.
Les maladies font des ravages. En 20 ans, la population du Congo est réduite de près de moitié. On estime que 10 millions de personnes ont péri. 10 millions, c'est un génocide motivé par le profit. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à une telle monstruosité? Imaginez que votre voisin, un homme respectable, transforme sa cave en chambre de torture pour gagner de l'argent. C'est Léopold II à l'échelle d'un pays. Pendant que le sang coule au Congo, le roi bâtit des palais et des arcs de triomphe à Bruxelles avec l'argent du caoutchouc rouge. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. Mais le secret ne peut être gardé éternellement. Des missionnaires, horrifiés, commencent à parler. Un homme va devenir la conscience du monde, Edmund Morel. Un simple employé d'une compagnie maritime à Liverpool. Il remarque une anomalie comptable. Les navires qui reviennent du Congo sont pleins de caoutchouc et d'ivoire, mais ceux qui y vont ne transportent ça que des fusils, des munitions et des chaînes. Il comprend qu'il ne s'agit pas de commerce, mais d'esclavage. Morel lance une campagne médiatique d'une puissance inouïe. Il est rejoint par Roger Casement, le consul britannique au Congo, qui rédige un rapport accablant. Des écrivains comme Mark Twain et Arthur Conan Doyle se joignent à la cause. C'est la première campagne internationale pour les droits de l'homme de l'histoire moderne. La pression devient insoutenable. En 1908, Léopold II est forcé de céder sa colonie à l'État belge. Son règne de terreur personnelle est terminé. Mais le système d'exploitation, bien qu'atténué, perdurera. Le cauchemar de Léopold II est l'exemple le plus extrême de la cruauté coloniale, mais il n'est pas une exception. Il est la conséquence logique d'une idéologie qui considère des êtres humains comme une simple ressource. Aujourd'hui, face à une injustice lointaine, que feriez-vous? Signer une pétition en ligne ou faire un don à une organisation? Votre réponse dans les commentaires, chaque geste compte. Le modèle de Léopold était une folie privée, mais les grands empires, eux, industrialisaient de la conquête. En Afrique de l'Ouest et du Nord, la France et la Grande-Bretagne ne se contentent pas de signer des traités frauduleux. Elles envoient leurs armées pour briser des empires et des royaumes qui leur résistent. C'est une conquête par le fer et par le sang. La France rêve d'un grand empire s'étendant d'Alger à Dakar. Pour réaliser ce rêve, elle déploie ses troupes les plus aguerries, y compris la redoutable Légion étrangère. Leur progression à travers le Sahara et le Sahel est une longue traînée de violence. Ils se heurtent à des États organisés et puissants. L'empire tout couleur d'Amadou Ségou, l'empire du Wassoulou de Samori Touré. Ce ne sont pas des tribus désorganisées, ce sont des armées disciplinées, commandées par des chefs charismatiques. Samori Touré, en particulier, est un génie militaire. Pendant près de 20 ans, il mène une guerre de guérilla contre les Français. Il déplace son empire, pratique la politique de la terre brûlée, fabrique même ses propres fusils. C'est une résistance acharnée, héroïque. Mais la supériorité technologique française est écrasante, l'artillerie, les fusils à répétition. La politique de la colonne infernale. Des unités mobiles qui traversent le pays en brûlant les villages, en détruisant les récoltes, en terrorisant la population pour couper les bases de la résistance. Finalement, Samori est capturé et exilé. Sa défaite marque la fin de la résistance organisée à grande échelle en Afrique de l'Ouest française. La Grande-Bretagne, de son côté, consolide son emprise sur les riches territoires de la Gold Coast et du Nigeria. L'un de ses adversaires les plus coriaces est le royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana. Les Ashanti sont une nation guerrière fière dont le pouvoir symbolique réside dans le trône d'or, un tabouret en or qui contiendrait l'âme de la nation. Les Britanniques mènent plusieurs guerres contre eux. En 1874, une expédition punitive marche sur la capitale, Kumasi, et la réduit en cendres. En 1900, lorsque le gouverneur britannique exige qu'on lui remette le trône d'or pour qu'il puisse s'y asseoir, il déclenche la dernière et la plus féroce des guerres anglo-ashanti, la guerre du trône d'or menée par la reine-mère Yaa Asantewaa. La révolte est finalement écrasée. Le choc des civilisations est total. Imaginez ces guerriers, armés de lances et de vieux fusils, chargeant face au feu crépitant des mitrailleuses Maxim. C'est du courage contre de l'acier. De la foi contre de la technologie.
La bataille d'Omdurman, au Soudan, en 1898, est le symbole de ce massacre industrialisé. Une armée de 50 000 guerriers mahdistes, disciples d'un prophète autoproclamé, charge les lignes britanniques et égyptiennes commandées par le général Kitchener. En quelques heures, les mitrailleuses Maxim et l'artillerie fauchent plus de 10 000 d'entre eux. Les pertes britanniques se comptent en dizaines. Winston Churchill, jeune officier présent à la bataille, décrira plus tard la scène comme le triomphe de la science sur la barbarie. C'est en réalité le triomphe de la machine à tuer. Cette conquête n'est pas une série de batailles chevaleresques. C'est une succession de massacres, de famines provoquées, de terres confisquées. Chaque kilomètre de territoire conquis est payé par le sang et les larmes. Pour les Européens, c'est une page de gloire impériale, la preuve de leur supériorité. Pour les Africains, c'est une catastrophe, la fin d'un monde. La naissance de légendes de la résistance comme Samori Touré ou Yaha Assantewa montre que l'Afrique ne s'est pas rendue sans combattre. Mais face au rouleau compresseur industriel de l'Europe, le courage seul ne suffisait pas. L'asymétrie du pouvoir était trop grande. Et pendant que la France et la Grande-Bretagne se taillaient des empires à l'ouest, un homme au sud rêvait d'un empire encore plus grand, une ligne rouge traversant tout le continent. Cet homme est Cecil Rhodes. Fils de pasteur anglais, envoyé en Afrique du Sud pour sa santé fragile, il deviendra l'incarnation de l'ambition impériale britannique. Il n'est pas un soldat ni un diplomate. C'est un homme d'affaires, un magnate du diamant. Il fonde la compagnie de Beers, qui contrôle encore aujourd'hui une grande partie du marché mondial. Mais l'argent n'est pour lui qu'un moyen. Son véritable but, sa véritable religion, est l'expansion de l'Empire britannique. Il est un idéologue de la suprématie de la race anglo-saxonne qu'il considère comme la première race du monde. Son rêve est obsessionnel, construire un chemin de fer et une ligne de télégraphe reliant le Cap, en Afrique du Sud, au Caire, en Égypte. Une colonne vertébrale britannique qui traverserait l'Afrique de part en part. Pour réaliser ce rêve, il est prêt à tout. La guerre, la tromperie, la corruption. Rhodes utilise sa fortune colossale pour devenir Premier ministre de la colonie du Cap. Il utilise sa position politique pour servir ses intérêts commerciaux et vice-versa. Son instrument de conquête est une création à son image, la British South Africa Company. Une compagnie à charte sur le modèle des anciennes compagnies des Indes. C'est un État dans l'État avec sa propre police, sa propre administration et sa propre armée. Sa première cible est le territoire situé au nord de l'Afrique du Sud, une région riche en or et en terres fertiles, gouvernée par le roi Lobengula du peuple Ndebele. Rhodes envoie des émissaires qui font signer à Lobengula un traité. Le roi pense accorder des droits miniers limités. Il vient en réalité de céder tout son pays. C'est un vol légalisé. Lorsque Lobengula comprend la supercherie et que son peuple se révolte, la compagnie de Rhodes envoie sa police armée de mitrailleuses Maxim. Les guerriers Ndebele sont massacrés, leur royaume est détruit, le pays est rebaptisé en l'honneur de son conquérant, la Rhodésie. Mais l'ambition de Rhodes se heurte à un autre peuple blanc, installé en Afrique du Sud depuis des siècles, les Boers, des fermiers d'origine hollandaise. Les Boers sont créés deux républiques indépendantes, le Transvaal et l'État libre d'Orange, qui se trouvent sur la route du rêve de Rhodes et, surtout, sur d'immenses gisements d'or. La tension monte. Rhodes organise un raid secret et illégal, le raid Jameson, pour tenter de renverser le gouvernement du Transvaal. L'opération est un fiasco. Rhodes est contraint de démissionner de son poste de Premier ministre. Mais le mal est fait. L'incident mène directement à la Seconde Guerre des Boers, un conflit long, coûteux et d'une brutalité inouïe. Les Boers, combattants exceptionnels, infligent de lourdes défaites aux Britanniques. Pour les vaincre, l'Empire britannique doit envoyer des centaines de milliers de soldats et adopter des tactiques impitoyables. Le général Kitchener, le vainqueur d'Omdurman, applique la politique de la terre brûlée. Il fait incendier les fermes, détruire les récoltes. Et pour couper les commandos Boers de leur soutien logistique et moral, il fait interner les femmes et les enfants dans des camps de concentration. C'est l'une des premières utilisations à grande échelle de cette méthode au XXe siècle. Les conditions dans les camps sont effroyables. La faim, les maladies, le manque d'hygiène tuent des dizaines de milliers de civils, principalement des enfants. La guerre est finalement gagnée par les Britanniques, mais à un prix moral terrible.
L'histoire de Cecil Rhodes et de la conquête de l'Afrique australe est celle d'une cupidité personnelle transformée en idéologie impériale. C'est le récit de la façon dont le capitalisme le plus sauvage, soutenu par la puissance militaire d'un empire, a écrasé toute résistance, noire comme blanche, pour s'emparer des richesses de la terre. Le rêve du Cap au Caire ne s'est jamais totalement réalisé. Mais il a laissé derrière lui des nations détruites, des peuples dépossédés et les fondations de ce qui allait devenir l'un des régimes les plus racistes de l'histoire, l'apartheid. Alors que la Grande-Bretagne étendait son emprise au sud, une autre nation européenne, jeune et complexée, rêvait elle aussi de gloire impériale dans la corne de l'Afrique. L'Italie arrive en retard à la fête coloniale. Unifiée tardivement, elle cherche désespérément sa place au soleil. Elle jette son dévolu sur la corne de l'Afrique, une région stratégique, porte d'entrée de la mer Rouge. Elle s'empare de l'Érythrée et d'une partie de la Somalie. Mais sa véritable ambition est un prix bien plus prestigieux, l'Éthiopie. Un empire millénaire, un royaume chrétien ancien, la seule nation africaine à avoir conservé son indépendance au fil des siècles. Les Italiens pensent que la conquête sera une simple promenade militaire. Ils sous-estiment leur adversaire. L'empereur d'Éthiopie, Ménélik II, n'est pas un chef tribal ignorant. C'est un politicien rusé et un modernisateur. Pendant des années, il a joué les puissances européennes les unes contre les autres, achetant des armes modernes à la France et à la Russie. Il a patiemment construit une armée nombreuse, disciplinée et bien équipée. Le prétexte de la guerre est un traité, comme toujours. Le traité de Wuchale, signé entre l'Italie et l'Éthiopie. La version en italien stipule que l'Éthiopie devient un protectorat italien. La version en amharique, la seule que Ménélik a lue, ne parle que d'une simple coopération. Quand Ménélik découvre la tromperie, il dénonce le traité. L'Italie crie à la trahison et envoie une armée. En mars 1896, près de la ville d'Adoua, l'armée italienne, mal préparée, mal commandée et divisée, affronte l'immense armée de Ménélik. C'est un désastre total pour les Italiens. Leurs troupes sont encerclées et anéanties. Des milliers de soldats sont tués, des milliers d'autres capturés. C'est une humiliation sans précédent. Pour la première fois, une armée européenne est écrasée en bataille, rangée par une armée africaine. La nouvelle de la victoire d'Adoua se répand dans le monde entier. Elle fait la une des journaux. Pour les peuples colonisés, de l'Afrique à l'Asie, c'est un immense symbole d'espoir. La preuve que l'homme blanc n'est pas invincible. L'Éthiopie sauve son indépendance et devient un phare de la résistance africaine. Le triomphe de l'Éthiopie est une anomalie dans le paysage de la conquête. Au même moment, juste à côté, au Soudan, un drame inverse se déroule. Un prédicateur charismatique, Muhammad Ahmad, s'est proclamé le Mahdi, le successeur du prophète attendu par certains musulmans. Il a levé une armée de fidèles et a chassé les occupants égypto-britanniques, établissant un État théocratique. En 1885, ses forces ont pris Khartoum et tué le célèbre général britannique Charles Gordon. Pour la Grande-Bretagne, cette défaite est une tache sur son honneur impérial qu'il faut laver. La vengeance sera froide, méthodique et terrible. Elle est confiée à Horatio Herbert Kitchener. Pendant plus de 10 ans, il prépare sa reconquête. Il construit un chemin de fer à travers le désert pour assurer sa logistique, équipe ses troupes des armes les plus modernes. C'est une machine de guerre implacable qui remonte le Nil. La campagne culmine à la bataille d'Omdurman où ses mitrailleuses fauchent les guerriers mahdistes. Après la bataille, Kitchener, par vengeance pour la mort de Gordon, fait exhumer le corps du Mahdi, le fait décapiter et jette ses restes dans le Nil. C'est la rage froide d'un empire qui ne pardonne pas. La Corne de l'Afrique offre ainsi le spectacle de deux destins opposés. D'un côté, le triomphe de l'intelligence politique et de l'unité nationale qui permet à l'Éthiopie de rester libre. De l'autre, la répression sanglante d'une révolte religieuse par la puissance industrielle et militaire d'un empire au sommet de sa force. Ces deux histoires montrent qu'il n'y avait pas une seule colonisation, mais plusieurs, et que le destin des peuples africains dépendait d'un mélange complexe de leur propre histoire, de leurs dirigeants et de l'appétit des prédateurs qui les convoitaient. Devant l'histoire, qui mérite le plus d'admiration? Le conquérant qui impose sa loi ou le résistant qui défend sa terre? Votre avis est précieux, partagez-le en commentaire.
Si la cruauté britannique était méthodique et la française implacable, le colonialisme allemand, bien que bref, atteignit des sommets de brutalité systématique qui annonçaient les heures les plus sombres du XXe siècle. L'Allemagne, unifiée tardivement par Bismarck, se lance avec une fébrilité agressive dans la course aux colonies. Elle veut sa part du gâteau, son espace vital. Elle s'empare de territoires en Afrique de l'Est, Tanzanie, Rwanda, Burundi, au Cameroun, au Togo et surtout en Afrique du Sud-Ouest, l'actuelle Namibie. C'est là que l'ordre allemand va se transformer en machine génocidaire. En 1904, le peuple Herero, des éleveurs semi-nomades, se révolte contre les colons allemands qui volent leurs terres et leur bétail. La répression est confiée à un homme qui ne connaît pas la pitié, le général Lothar von Trotha. Il arrive avec un ordre clair de l'empereur, écraser la rébellion par tous les moyens. Après avoir vaincu les guerriers Herero à la bataille de Waterberg, von Trotha ne cherche pas à négocier leur reddition. Il prend une décision d'une monstruosité absolue. Il ordonne l'encerclement de la majeure partie du peuple Herero, hommes, femmes et enfants, et les repousse délibérément vers le désert du Kalahari. Puis, il fait empoisonner les rares points d'eau et établit un cordon militaire pour empêcher quiconque de s'échapper. Son ordre d'extermination, le Vernichtungsbefehl, est sans équivoque. Tout Herero trouvé à l'intérieur des frontières allemandes, avec ou sans armes, avec ou sans bétail, sera abattu. C'est une condamnation à mort par la soif. Des dizaines de milliers de personnes meurent dans des souffrances atroces. Peu après, le peuple Nama se révolte à son tour. La même logique d'extermination est appliquée. Les survivants des deux peuples sont parqués dans des camps de concentration où le travail forcé, la malnutrition et les maladies achèvent le travail. Des expériences médicales sont menées sur les prisonniers. Des centaines de crânes sont envoyés en Allemagne pour des recherches anthropologiques visant à prouver l'infériorité raciale des Africains. C'est le premier génocide du XXe siècle. Entre 75 et 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama sont exterminés. Une cruauté planifiée, bureaucratique, justifiée par une idéologie raciale. C'est une répétition générale dans le laboratoire colonial des horreurs que l'Europe s'infligera à elle-même quelques décennies plus tard. Pendant ce temps, en Afrique de l'Est allemande, une autre grande révolte éclate, la rébellion Maji-Maji. Un soulèvement de plusieurs peuples unis par une croyance mystique. Un prophète leur a donné une eau magique, magie en swahili, qui selon lui transformera les balles allemandes en eau. Cette croyance donne aux guerriers un courage désespéré. Ils attaquent les postes allemands par vagues humaines. La réponse allemande est, une fois de plus, d'une brutalité totale. Non seulement ils écrasent militairement la révolte, mais ils adoptent une politique de la famine délibérée. Les troupes allemandes brûlent systématiquement les villages et les cultures, détruisent les greniers. Leur objectif est de détruire la base même de la survie de la population. La famine qui s'ensuit tue entre 200 000 et 300 000 personnes. Des régions entières sont dépeuplées. L'histoire du colonialisme allemand est un avertissement. Elle montre comment l'arrogance impériale, combinée à une idéologie raciste et à une efficacité militaire, peut mener à la déshumanisation totale de l'autre et à son extermination industrielle. La courte présence de l'Allemagne en Afrique a laissé des cicatrices d'une profondeur inégalée. Elle a démontré que la mission civilisatrice n'était qu'un masque posé sur le visage de la barbarie, et que la machine de l'Empire, une fois lancée, ne s'embarrassait d'aucune morale pour atteindre son objectif ultime. Une fois la conquête militaire achevée, le véritable travail de l'Empire commençait. Comment gouverner des territoires immenses, peuplés de millions de personnes, avec une poignée d'administrateurs et de soldats européens? La réponse est la création d'une machine d'exploitation, un système conçu non pas pour le bien-être des colonisés, mais pour l'extraction maximale et efficace des ressources. La première pièce de cette machine est l'infrastructure. Les puissances coloniales construisent des milliers de kilomètres de chemins de fer. Mais ne vous y trompez pas, ces lignes ne sont pas construites pour relier les villages entre eux ou pour faciliter les déplacements des Africains. Elles sont construites selon une logique purement extractive. Elles partent de l'intérieur des terres,
des mines de cuivre de la ceinture de cuivre, des plantations de cacao de la Gold Coast, des forêts de caoutchouc du Congo et vont en ligne droite vers les ports, d'où les matières premières sont expédiées vers l'Europe. Ce sont des tapis roulants pour piller le continent. La construction de ces chemins de fer se fait par le travail forcé. Des milliers d'Africains meurent d'épuisement, de maladies, de mauvais traitements pour poser les rails qui serviront à emporter les richesses de leur propre sol. Imaginez ce sentiment d'aliénation. Construire la chaîne qui vous lie. La deuxième pièce est l'impôt. Les administrations coloniales introduisent un impôt par tête, payable uniquement en espèces, dans des sociétés où l'argent était souvent rare. C'est un coup de génie diabolique. Pour payer cet impôt, les hommes sont obligés de quitter leur village et leurs cultures vivrières. Ils doivent aller travailler pour un salaire de misère dans les mines, les plantations ou sur les chantiers publics appartenant aux Européens. L'impôt n'est pas un outil fiscal, c'est un outil de prolétarisation forcée. Il brise l'économie traditionnelle et crée une main-d'œuvre bon marché et dépendante. La troisième pièce, la plus cynique, est la force. L'ordre colonial est maintenu par la violence, mais cette violence est le plus souvent exercée par des Africains sur d'autres Africains. Les Français créent les tirailleurs sénégalais, les Britanniques, les King's African Rifles, les Belges, la force publique, les Allemands, les Askaris, des troupes composées de soldats locaux commandés par des officiers blancs. Ces soldats sont souvent recrutés au sein de groupes ethniques considérés comme plus guerriers ou plus loyaux. Ils sont ensuite utilisés pour réprimer les révoltes d'autres groupes. C'est la politique du « diviser pour mieux régner » appliquée avec une brutalité militaire. Un village est pacifié, non pas par des soldats blancs venus de loin, mais par des voisins transformés en instruments du pouvoir colonial. Cela crée des haines profondes et durables qui exploseront après l'indépendance. Enfin, il y a l'administration elle-même. Les puissances ont des styles différents. La France pratique l'assimilation. En théorie, elle vise à transformer les Africains en citoyens français noirs en leur inculquant la langue, la culture et les valeurs françaises. En pratique, cette citoyenneté est accordée au compte-gouttes. C'est une politique qui vise à détruire les cultures locales pour imposer un modèle unique. La Grande-Bretagne préfère l'Indirect Rule, la gestion indirecte. Elle s'appuie sur les chefs traditionnels existants pour administrer la population. C'est moins coûteux et en apparence plus respectueux des coutumes locales. Mais en réalité, cela pervertit le rôle des chefs. D'autorité légitime de leur peuple, ils deviennent de simples fonctionnaires du pouvoir colonial, chargés de collecter les impôts et de fournir la main-d'œuvre. Leur pouvoir ne vient plus de leur peuple, mais du fusil de l'administrateur de district britannique. Cette machine impériale, avec ses routes, ses impôts et ses baïonnettes, a fonctionné avec une efficacité redoutable. Elle a transformé des sociétés entières, détruit des modes de vie millénaires et réorienté toute l'activité économique du continent vers un seul but, servir les besoins des métropoles européennes. C'est une asphyxie lente. Une violence structurelle qui n'a pas besoin de massacres pour briser les âmes. En 1914, l'œuvre est achevée. Le partage est terminé. En 1914, la carte de l'Afrique a été entièrement redessinée. À l'exception de l'Éthiopie qui a repoussé l'envahisseur et du Libéria, un protectorat américain de fait, tout le continent est sous le joug européen. La course effrénée est terminée. Les prédateurs, rassasiés, se regardent maintenant avec méfiance par-dessus leur proie. L'ironie tragique de l'histoire est que les mêmes rivalités nationalistes, la même soif de puissance et la même arrogance qui ont alimenté la course à l'Afrique sont sur le point de plonger l'Europe elle-même dans un bain de sang suicidaire. La Première Guerre mondiale n'est pas un événement purement européen. C'est une guerre impériale et l'Afrique en est l'un des théâtres. Les colonies allemandes sont attaquées par les forces britanniques, françaises et belges. Des centaines de milliers de soldats africains sont mobilisés. Des tirailleurs sénégalais meurent dans les tranchées boueuses de la Somme. Des porteurs d'Afrique de l'Est succombent par milliers dans des campagnes oubliées. Ils se battent et meurent pour des drapeaux qui ne sont pas les leurs, dans une guerre dont ils ne comprennent pas les enjeux. On leur a promis la reconnaissance, voire la citoyenneté, en échange de leur sang. Ces promesses seront largement trahies. La fin de la guerre ne change rien à leur statut de sujets coloniaux. Le colonialisme n'est pas mort, il a simplement changé de forme.
et il a laissé un héritage empoisonné qui pèse encore lourdement sur le continent aujourd'hui. L'héritage le plus visible, ce sont les frontières. Ces lignes arbitraires, tracées à Berlin, sont devenues des frontières d'États-nations. Elles ont séparé des familles, des peuples, des routes commerciales. Elles ont enfermé dans le même État des groupes ennemis. Cet héritage est une bombe à retardement. Après les indépendances, il explosera en une myriade de guerres civiles, de mouvements séparatistes, de nettoyages ethniques. La guerre du Biafra au Nigeria, le génocide au Rwanda, les conflits en République démocratique du Congo trouvent tous une partie de leurs racines dans ce découpage insensé. L'héritage est aussi économique. L'économie africaine a été structurée pour servir l'Europe. On l'a forcée à se spécialiser dans l'exportation de quelques matières premières brutes. Cacao, café, cuivre, pétrole, diamants. Une dépendance qui la rend vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux et qui a empêché le développement d'une industrie locale diversifiée. La malédiction des ressources naturelles est née là. Enfin, l'héritage est psychologique. Le colonialisme n'a pas seulement conquis les terres, il a tenté de conquérir les esprits. Il a enseigné à des générations d'Africains que leur culture, leur histoire, leur religion, leur couleur de peau étaient inférieures. C'est une blessure profonde, un traumatisme qui a engendré des crises d'identité et un sentiment d'aliénation. Mais c'est aussi de cette oppression qu'est née la résistance moderne. La participation à la guerre mondiale, le contact avec les idées de liberté et de nationalisme, la prise de conscience d'une injustice partagée, tout cela a semé les graines des mouvements de libération. Le panafricanisme, la négritude, les syndicats, les partis politiques, une nouvelle génération de leaders africains a commencé à émerger, prête à réclamer ce qui lui était dû. L'histoire du partage de l'Afrique est une leçon terrible sur la nature du pouvoir, de la cupidité et du racisme. Elle montre comment une civilisation, au sommet de sa puissance technologique et de sa confiance en soi, peut commettre les pires atrocités au nom du progrès. Le partage est terminé, mais ces fantômes hantent encore notre monde. Ils sont dans les frontières que nous traversons, dans les produits que nous consommons et dans les inégalités qui fracturent notre planète. L'histoire n'est jamais finie. Elle attend de voir si nous saurons enfin apprendre de ses erreurs. Les lignes tracées à Berlin sont devenues des murs de prison. Aujourd'hui, le monde trace de nouvelles lignes, numériques, culturelles, politiques. Dites-nous, qu'est-ce qui prime pour l'avenir? La stabilité des frontières héritées ou le droit des peuples à l'autodétermination, même au prix du chaos? Votre opinion compte. Laissez-la en commentaire.